Bonsoir et bienvenue à tous. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est assassiné par l'armée coloniale française à Boumniébel, dans l'actuel département de Nyong-Ekele, région du centre. Ruben Oumniobé et l'UPC étaient obsédés par l'indépendance du Cameroun, la réunification du pays et la justice sociale. Le 13 septembre 1958, donc, la figure de proue de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et certains de ses camarades sont abattus par des soldats de l'armée coloniale française dans une localité non loin de Boumniébel. Ça fait 62 ans exactement aujourd'hui. Au moment où on commémore cette disparition, il importe de revisiter les pages de l'histoire de la lutte pour l'indépendance de notre pays pour redécouvrir les valeurs qu'incarnait cette figure emblématique au moment où le Cameroun est un tournant décisif de son existence. Qui était Ruben Oumniobé? Quel était le sens de son combat? Qu'a-t-il légué à la postérité et qu'a-t-on fait de l'héritage? A-t-il inspiré les hommes politiques? A-t-il inspiré nos hommes d'État? Dans quelle mesure les valeurs qu'il défendait peuvent inspirer les Camerounais aujourd'hui dans la quête d'une nation indépendante, forte et prospère? 237 débats ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débats ce soir, Amos Oum, bonsoir. Bonsoir, Johan. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je suis très heureux aussi d'être avec vous et surtout en compagnie des UPCistes. Donc, bonsoir à tous les panélistes, déjà. Bonsoir aux militants de l'UPC et militantes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et moi, vous êtes bien sûr UPCiste, mais j'aime surtout préciser que vous êtes ancien maire UPC de Ngok-Mapoubi. Bien sûr. Voilà. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir fait le déplacement. Maître Simon-Serge Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les UPCistes. Permettez-moi de saluer aussi mes copanélistes et surtout de saluer les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Maître Simon-Serge Kakak, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes bien évidemment UPCiste. Merci d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Victor Kakedimou. Bonsoir. Bonsoir Duval, tout le plaisir est le mien de l'insigne haut honneur que tu me fais ce soir à me convient sur ton plateau. Je ne manquerai pas de te faire une indiscrétion. Tes nombreux fans du côté de la cité SIC me posaient la question de savoir pourquoi est-ce que je t'ai plus convié sur tes plateaux. Je leur disais que ton casting est assez grand et il est important de donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer sur la question, sur de nombreuses questions. Je voudrais dire bonsoir particulier à tous mes compagnonnistes, Serge que je retrouve ici, Maître, lui je le vois de temps à autre, le grand frère, j'ai souvent suivi certains de ces plateaux et je pense que nous allons passer un moment agréable, surtout parce que la thématique s'y prête. Merci. Je dois indiquer que vous êtes enseignant, syndicaliste et bien sûr épiciste aussi comme les autres. Merci également à vous d'être venu sur ce plateau. Simon-Serge Soir, bonsoir. Bonsoir et un bonsoir particulier à tous les patriotes camerounais et africains. Permettez-moi de dire un mot à mes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Special good evening to our brothers and sisters of the North-West and South-West of Cameroon who are still fighting, but we are calling them to work together for peace because Cameroon is our only nation. Cameroon is a nation for what our ancestors have fought for our freedom. We have to stand together to reconcile and to look for the further future. Alors vous avez la parole, vous la gardez, hein, Simon-Serge Soir. On se souvient aujourd'hui de Ruben Oumniobé, assassiné donc le 13 septembre 1958 par l'armée coloniale française. C'était à Boumniébel, dans le département de Nyong-Ekele. Nous sommes dans la région du centre. 62 ans aujourd'hui que cette figure emblématique de l'histoire du Cameroun a été assassinée, on s'en souvient. Et l'une des questions qu'on doit se poser à l'entame de cette émission, c'est celle de savoir qui était Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé était ce fils
de l'Afrique profonde, de ce qui était convenu d'appeler à ce moment-là la Grande Sanaga maritime, qui est né un 10 avril, la date est symbolique, 1913, donc un an avant le déclenchement de la Première Grande Guerre. Il est né d'une famille, qu'on peut dire pour les Bassa, dont le père était un porteur des pénates de la nation. Et sa maman venait d'avoir, n'est-ce pas, 12 enfants qui n'arrivaient pas à vivre. Et à sa naissance, il est né orphelin de mère. C'est-à-dire sa mère est décédée en lui donnant naissance. Et il sera élevé par la coépouse de sa mère, dans l'appellation la région Sengoba-Ngwen, mais normalement Sengoba-Ngweni. Oumniobe, à l'âge de 11 ans, va, n'est-ce pas, comme beaucoup de ses camarades après les brillantes études primaires, passer son examen de CEPE. Il doit donc aller à l'école primaire supérieure protestante, parce qu'il n'a pas allé à l'école primaire supérieure de Yaoundé. Dès son très jeune âge, il est un homme engagé, fidèle et attachant quant à la cause de la dignité humaine. Parce que à l'école primaire, est-ce qu'il y a des anecdotes ou à l'école primaire supérieure, il va protester contre la qualité de vie des étudiants, donc des élèves, et surtout la qualité de la nourriture qui leur était présentée, parce que les colons n'hésitaient pas, n'est-ce pas, à préparer ce qui devenait déjà, on peut dire, périmé. Les sardines périmées, et puis on les donnait aux enfants parce que c'était des petits nègres et qu'ils devaient... Il a donc refusé cela, ce qui lui a valu un renvoi la dernière année où il devait passer son diplôme, parce qu'on faisait 2 ans. Heureusement, c'était un homme très intelligent et autodidacte. Il va donc passer en candidat libre son diplôme de moniteur indigène. Nanti ce diplôme, il va enseigner 2 ans dans l'école protestante, avant de réussir au concours, n'est-ce pas, d'auxiliaire indigène. Il est admis au concours d'auxiliaire indigène comme écrivain-interprète, et on l'assigne à la tenue des registres et des soldes de pension. Alors, il fait preuve d'une intelligence, d'une assiduité, au point où, si vous parcourez ses notes administratives, quand il n'est pas bien noté, il a 17. Il a eu des notes atteignant 19,50 sur 20. Au point où l'un des commentaires qui est fait en 1933 sur le bulletin qui demande son avancement, c'est qu'il pourrait faire un très haut cadre administratif pour la colonie. Vous voyez ce que ça veut dire? On dit qu'il est intelligent, très précautieux, très minutieux et surtout très bien organisé pour un indigène. Et je cite, si vous parcourez ces bulletins, vous allez le voir. Oumniobe, par la suite, toujours très engagé dans le respect de la dignité de ses compatriotes, va suivre des formations des écoles syndicales autour de Gaston Donat, de la Laurie, de Kounari et autres. Alors, on va permettre aux autres peut-être de dire également un mot sur le... Ok, si je peux dire, hein, pour moi, pour résumer Oumniobe, n'est-ce pas, c'est un homme intègre, intelligent, et pour le compte du nationalisme africain, c'est l'idéologue, c'est le patriote, et enfin, le maquisard. Et je vais dire pourquoi je préfère ce mot, le maquisard. Victor Kake, dis-moi, lorsque vous parcourez la vie de cet homme, qu'est-ce qui retient votre attention? On peut déjà noter le contexte exceptionnel de sa venue au monde. 1913, c'est une date symbolique à la veille de la guerre. Et lorsqu'on sait que cette période-là va être marquée dans notre pays par le système de protectorat allemand, avec tout ce que cela comportera, on peut donc penser que dans le tréfonds des entrailles de sa mère, il avait déjà ingurgité d'une certaine façon les élans d'une certaine contestation qui va être assise lorsqu'il viendra au monde de façon manifeste. Autre chose, pour tous ceux qui l'ont côtoyé, on dit que c'est un homme aux qualités humaines hors pair, d'une exemplarité de vie à nul autre pareil, très très discipliné, parce que lorsqu'on voit plus tard
le qualificatif à travers lequel on se permet de le prénommer l'homme porol, c'est-à-dire le porte-parole. Le porte-parole. Et quand vous entrez dans les conceptions anthropologiques chez nous, on ne désigne pas n'importe qui dans nos assemblées pour être le porte-parole. Il faut être celui qui cristallise les volontés, celui qui a l'assentiment de tout le monde et celui qui fait l'unanimité. Donc c'était quelqu'un qui faisait l'unanimité et dont on savait que la fidélité des idéaux, les capacités et surtout l'intégrité ne dédira pas ce qui a été conçu aux échelles basses. Donc pour faire bref, c'était un peu ça l'homme Oumniobé. Maître Simon Cheka, que je vous pose la question vraiment de façon triviale, un peu comme un élève, un jeune élève qui regarde cette émission et qui lit sur les synthés Rumemba Oumniobé et qui pose la question à son papa avec qui il regarde l'émission. C'était qui Oumniobé? Je veux vous dire de manière sincère et péremptoire, pour répondre à cette question, que lorsque nous lisons la vie du Mpodol Ruben Oumniobé, l'impression qui se dégage en toile de fond, c'est que c'est ce jeune Camerounais qui a été préparé, qui a été prédisposé à conduire le destin de ce pays. Ce monsieur, tout à l'heure, Serge Simon-Soro a essayé de faire un petit briefing historique sur sa vie. Mais moi, je veux vous dire, pour revenir sur sa vie, qu'il y a des choses particulières qui m'ont impressionné. En 1935-1936, vous allez constater que le Mpodol Ruben Oumniobé avait relativement 22 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un Français est nommé au Cameroun, un médecin français est nommé au Cameroun. J'ai nommé Lupo Lojula. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'était un médecin. Un jeune médecin qui soutient sa thèse de doctorat en 1934 à Lille, en France. En 1935, le cardinal, l'archevêque cardinal de Lille, Monseigneur Liénard, l'affecte au Cameroun. Lupo Lojula arrive au Cameroun comme médecin, avec pour mission officielle d'installer la fondation ou la branche camerounaise de Adlutien. Mais quand il arrive ici, dès les premières semaines, il lance un mouvement. Parce qu'il fallait combattre, il fallait contrecarrer la propagande allemande. Parce que les Allemands venaient de perdre le territoire, ils étaient en train de tout faire pour revenir. Il lance un mouvement qu'on avait appelé la JECAFRA, Jeunesse camerounaise française. Tous les jeunes Camerounais à l'époque, qui avaient envie d'apprendre, qui avaient envie de grandir, qui avaient envie de contribuer à l'émancipation de leur peuple, sont entrés dans la JECAFRA, y compris Ruben Oumniobé. Tout de suite, dès les premières années, il a dit, ici, je sens que je ne serai pas utile à mon pays. Il a compris tout de suite que cette affaire n'était pas intéressante, ni pour lui, ni pour son territoire. Il a changé de paradigme, il a changé d'univers. C'est comme ça qu'il va vers un autre mouvement qu'on avait appelé à l'époque le cercle d'études marxistes, qui avait pour père fondateur un certain Gaston Donat. C'est le Gaston Donat qui moule le côté syndicaliste du Mpodol. Parce que lui, il avait envie d'apprendre pour être utile à son pays. Il n'était pas bardé de grands diplômes, il était un autodidacte, mais surtout, il avait l'ambition de porter le destin de son pays. J'ai la conviction aujourd'hui que les Camerounais de cette catégorie, de cet acabit, c'est la chose qui nous manque le plus. Parce que si nous avions eu la chance d'avoir ce monsieur comme leader, comme locomotive, j'ai le sentiment qu'on aurait relevé une kyrielle de défis. Ce que je vais dire pour chuter, c'est que vous allez voir qu'il est parti de la JECAFRA, il est tombé dans le syndicalisme,
Et comme il était très ambitieux, il n'a pas fait 2 ans de syndicalisme. Il est devenu président. Président de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Et c'est à ce titre qu'il a eu le privilège de participer le 21 octobre 1946 au congrès fondateur du Rassemblement démocratique africain à Bamako. Et c'est au sortir justement de ce congrès qu'il a pu recevoir tous les outils qui lui ont permis de faire une entrée fracassante en politique avec pour objectif à court ou à moyen terme de mettre en place un mouvement de libération. Et sur cette question, justement, il faut dire qu'il y a un historien camerounais qui a développé cet aspect-là, le professeur Emmanuel Tunchoa, dans un ouvrage intitulé « De la Jekafra à l'UPC, l'éveil du nationalisme camerounais ». L'éveil du nationalisme justement. Camerounais. Oui. Alors, donc, Amos en écoutant tout ce qui a été dit sur ce plateau en rapport avec la vie du Podol, qu'est-ce que vous pouvez dire pour compléter? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? En fait, l'UPC a passé des moments très difficiles par rapport à l'histoire de Podol, mais je suis fier quand je suis mes copanélistes témoigner. Mais moi, j'ai eu une chance parce que mon père, qui s'appelait Mboaoum Charles-Luc, et son surnom était Nyon, c'est-à-dire le serpent, était un garde de corps de Ruben Oumniobe. Et je vais vous dire que c'est presque dans mon village qu'il a été assassiné, parce qu'il a été assassiné à Lébelingoy. Et le maquis qui était dans mon village s'appelait SABL. Donc, on parle de secrétariat administratif, bureau de liaison. Donc, tous les documents étaient là. Et c'est à ce niveau que Oumniobe vivait, c'est-à-dire dans mon propre village. Maintenant, il s'est déplacé parce que quand vous voyez la forêt de mon village, ça donne directement avec le lieu où il a été abattu. Selon ce que mon père m'a raconté, Oumniobe était un homme extrêmement engagé, extrêmement travailleur, parce qu'il me dit, c'est même pas si ce monsieur dormait. Parce que même en mangeant, il était toujours en train d'écrire et d'apprendre, comme a dit Maître, parce qu'il était autodidacte, mais il a eu beaucoup de connaissances personnelles, plus même que les gens qui ont fréquenté plus que lui, mais parce que lui, il était un grand chercheur, donc un fin travailleur. Bon, à cela, Oumniobe était un homme engagé. Il avait l'engagement. Parce qu'il avait des objectifs à atteindre après avoir connu les misères de la colonisation et des Blancs. Il avait décidé que ça doit finir. Et c'est pour cela qu'il a fait. C'est ce qui aboutit à la création de l'UPC. Pour mettre en place ses idées, c'est-à-dire l'indépendance, l'unification et l'élévation des standards de vie. Donc il fallait que cesse, il fallait que le Cameroun soit gouverné par les Camerounais. C'est ce qu'il appelle l'indépendance. Donc, et la suite, je crois que... Alors, mais dans les, je veux dire, dans les anecdotes que votre papa, par exemple, vous a raconté, lui qui était très proche de Oumniobe, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont particulièrement frappé sur le caractère de l'homme? Parce que vous avez insisté sur son engagement, c'était un travailleur. Oui, mais quand il n'y a pas tellement d'anecdotes, parce que tout ce que mon père insistait, il me disait, il n'a jamais vu quelqu'un qui travaillait comme lui. Parce que c'est quelqu'un qui dormait au trop 2 heures par jour. Donc pour lui, c'était un génie. Alors maintenant, peut-être avant de revenir tout à l'heure avec Serge et les autres sur son combat politique, je risque d'anticiper un peu plus que vous avez la parole. On parle donc de cette forêt-là où il a été abattu. Est-ce qu'aujourd'hui on est fixé sur
les conditions dans lesquelles effectivement il a été assassiné? Est-ce qu'on sait exactement comment cela s'est passé aujourd'hui? C'est une question très difficile. Mais je vais vous dire que on connaît exactement dans quelles conditions il a été abattu. Parce que moi, comme je dis, j'ai aussi cette chance de côtoyer celle que j'appelle souvent ma femme, qui vit encore. Parce que sa veuve, ses veuves vivent encore là à Boumiébel. Donc pour connaître la vérité, il suffit de les approcher. Ils vont vous dire beaucoup de choses. Et vous savez, dans notre milieu où il a été abattu, beaucoup de gens étaient avec lui. C'est vrai. Aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup, hein, parce qu'il n'y a que, je peux dire, Yembel Yebel qui vit encore. Il est à Limaï, à quelques kilomètres là de Ngokmapoubi, et qui est encore lucide. Quand vous partez chez lui, il vous raconte bien la vie de Oumyobé, parce que lui, il était avec lui. Yembel Yebel, tout le monde, beaucoup de gens le connaissent, je crois que. Donc, on connaît bien dans quelles circonstances il a été abattu. Oui, puisque à un moment donné, on a eu le sentiment qu'il y avait une sorte de polémique, mais il y a une thèse beaucoup plus répandue et c'est la narration qui est faite par le professeur Mbembe sur les conditions dans lesquelles il a été tué. Au moins, aujourd'hui, on sait qu'il a été abattu, hein, on lui a tiré dans le dos. C'est bien ça, Simon Serso? On l'a exécuté. Oui, la seule expression qui peut être crédible actuellement, c'est qu'il a été exécuté. Bon, le reste du discours officiel autour de sa mort est encore assez ambigu. Et là, je parle de ma position d'historien, parce que entre 1992, je crois, je parle comme ça en tendant une oreille outre-tombe, pour que mon enseignant Wang Son me dise que je ne me trompe pas, entre 92 et 94, et le Messager avait fait tout un documentaire signé du professeur Wang Son là-dessus. Nous avons rencontré par exemple Yembel que mon camarade Oumamos a donné. Nous avons essayé de récolter des éléments pour savoir dans quelles circonstances il a été assassiné. Alors, le premier élément qui est incongru, qui peut être lié à la science légiste, c'est que les deux corps qui étaient présentés ce jour-là n'avaient pas le même degré de décomposition. Le deuxième élément, je le tenais parce que c'est moi qui ai mené cette mission. J'ai mené une mission auprès de feu Maïma Tip et une mission auprès d'un ancien ministre UPC d'Unkam, Isaïe Toko Mangan, et après auprès de la famille du chef supérieur de papa de Dika Akwa. 10 à 15 jours avant son assassinat, Oumyobé avait discuté avec ses camarades. Par exemple, il avait été reçu par le chef supérieur qui lui avait proposé de quitter le maquis. Et il lui aurait répondu que s'il quitte le maquis, ceux auxquels il s'est opposé depuis longtemps, c'est-à-dire la lutte armée, va prendre des proportions démesurées au Cameroun. Et qu'il pense que, ayant réussi, je veux bien que vous compreniez ce que je dis, ayant réussi, on va continuer à discuter. Ça veut dire qu'il était en discussion avec l'administration coloniale française. Deuxième élément qui pour nous les chercheurs, parce qu'il faut entrecouper les témoignages, nous paraissait suspect, c'est que ce maquis n'avait pas que 17 personnes. Pourquoi quelques jours avant ce jour fatidique, il avait demandé à certains de ses camarades de quitter le maquis, de quitter la zone, de libérer, de laisser, il reste avec un nombre restreint de gens. Pourquoi? Et puis, de manière bizarre pour quelques survivants, ce qui est pour nous, les historiens, un indicateur d'une incongruité, le témoignage est presque identique. Alors que, par expérience, même nous ici, si cet écran de télévision tombe là maintenant et se casse, et qu'on nous demande de dire qu'est-ce qui s'est passé,
vous allez voir qu'il y aura des différences. Mais pour cela, le discours est cohérent. Le discours est cohérent. On vous dit qu'ils ont été surpris par un peloton de l'armée française et puis voulant s'échapper. L'armée française n'avait pas intérêt puisqu'on avait moyen de le capturer. On avait le moyen de le capturer puisque des informations concordantes indiquent que son maquis était infiltré et que l'armée française avait déjà suffisamment d'informations sur la localisation. Au point où à l'intérieur, on envisageait même déjà de déplacer le maquis. Pourquoi? Parce qu'un de ses proches avait été surpris avec un matériel de communication. Alors, donc, le récit actuel, ce que nous pouvons demander, et nous pensons, et je le dis souvent de la hauteur des tribunes, comme me permet de m'exprimer, là c'est le président de la République, Paul Biya, qui a cette chance, parce que c'est une chance énorme de permettre à un peuple de se réconcilier avec son histoire. La France a dit qu'elle a ouvert les archives sur la guerre d'indépendance au Cameroun. Qu'on commette une mission officielle. Le président parce que de la France, les Français ont ceci. Le président que François dans le Hollande cadre de leurs a interventions militaires, on faisait toujours un rapport. J'ai communiqué à des amis un rapport, par exemple, la police qui avait été fait sur les événements de 55. Donc les officiers étaient tenus de faire des rapports. Et ce qui veut dire que on a des minutes pour ce qui s'est exactement passé. Mais peut-être qu'il y a des vérités qui dérangent. Ce que je veux dire à mes compatriotes, c'est qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Et que ne laissons pas les fantômes que nous avons enfermés dans les placards continuer à hanter nos arrière-petits-fils quand ils auront fini de nous tourmenter et nous gêner dans la GN. C'est-à-dire qu'il faudra espérer que cette déclassification des archives dont parlait le président Hollande en juillet 2015 à Yaoundé, je crois, permettra effectivement d'avoir beaucoup plus d'informations précises sur la question. Victor Kakay-Dimo, l'autre question, triviale, simple, apparemment, c'est pourquoi l'a-t-on tué? Pourquoi l'a-t-on tué? Quel était le sens du combat qu'il menait? Bon, là, peut-être deux questions qui se superposent. Vaut mieux commencer peut-être par la première. Pourquoi l'a-t-on tué? Et ça me permettrait de dire un mot sur la question qui a été précédemment posée à Serge. Le fait significatif et remarquable, c'est que Oum a été assassiné. Ouais. Les conditions dans lesquelles il a été assassiné ne sont pas très élucidées jusqu'à l'heure actuelle. De nombreuses thèses fusent là-dessus. Et ce qu'il convient de dire, c'est que les sources d'archives concernant cette période de l'histoire de notre pays, toutes ne sont pas déclassifiées. Et vous savez que pour des événements qui, par rapport aux réalités factuelles, les événements antérieurs par rapport aux réalités factuelles, qui peuvent avoir encore une certaine incidence, il apparaît généralement qu'on y mette une chape de plomb. Concrètement, qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit qu'il apparaît que dans l'histoire du Cameroun, certains personnages clés de cette époque sont encore en vie et on estime que les plaies n'étant pas encore totalement cicatrisées, parce qu'on sait très bien que l'histoire du contentieux historique du Cameroun avec la France est une question d'actualité avec d'autres soubassements. Je me dis que c'est pour cette raison qu'on ne peut pas encore élucider toutes ces questions. Mais souvent, on peut avoir le doigt accusateur sur la France, que je ne dédouane pas ici. Mais lorsqu'on va fouiller plus loin, on se rend souvent compte que les pesanteurs sont locales. Et que certains documents qui sont disponibles même localement, qui auraient pu lever un pan de voile ou permettre aux chercheurs d'avancer suffisamment, ne sont pas mis à la portée du public. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Il apparaît clairement que Oum, dans ses idéaux, dans sa lutte de dénonciation de la misère, de la dénonciation de tout ce qui était réservé à ses concitoyens, des gens malmenés dans leur propre pays, il va de soi qu'il représentait un danger pour la perpétuation de l'économie coloniale, pour ne pas dire du système colonial. C'était le danger le plus imminent. Et il hantait les esprits des Français
de cette époque qui, contrairement à ce qui était stipulé dans les accords, administrait le Cameroun comme une colonie pure et simple. Il n'y avait pas de différenciation au-delà du statut juridique entre guillemets particulier qui était attribué à notre pays. Notre pays était administré comme une colonie de fait. Donc, devant la hargne de cet homme qui portait les aspirations de son peuple à s'auto-gérer, à prendre des résolutions par lui-même et à tracer son propre devenir, l'idéologie coloniale de l'époque ne comprenait pas qu'on puisse avoir des nègres capables de mener un raisonnement cohérent d'une rationalité aussi pure que celui que Oum menait à cette époque. Donc, je pense que de façon définitive, il avait été acté qu'il fallait l'éliminer. Maître Kakak, comment voyait-il le Cameroun de Ruben Oumniobé? Parce qu'il semble que ça aussi, c'était une marque forte de sa personnalité, la vision qu'il avait pour son pays. Tu vois, avant de répondre à cette question, je ne saurais m'empêcher de rebondir sur ce que disait tout à l'heure Victor Kaké, qu'en fait, le problème de fond qui a conduit à l'assassinat de Ruben Oumniobé, c'est sa vision de la libération du Cameroun. Lorsque vous lisez les statuts de l'UPC, tels que rédigés le 10 avril 1948, vous avez compris que dès que l'UPC a été créée, l'administration coloniale française a commencé à trembler. C'est pour ça que, justement 3 ans après, en 1951, celui qui était considéré à l'époque comme l'œil et l'oreille de la France au Cameroun, j'ai nommé Léopold Ojola, s'est empressé à créer un parti politique qu'on avait appelé le Bloc démocratique camerounais. C'était en 1951. Et lorsque vous lisez l'idéologie du Bloc démocratique camerounais, c'était conduire à l'indépendance du Cameroun, mais sous l'emprise, la France, j'allais dire, de l'Union africaine, qui avait été créée 5 ans avant, c'est-à-dire avec la constitution de la 4e République française, laquelle constitution a été adoptée le 29 septembre 1946 et promulguée le 27 octobre 1946. Cette constitution a consacré la création de l'Union française. Et la vision de Léopold Ojola, c'était qu'on négocie l'indépendance du Cameroun en restant dans les limites de cette Union française. Autrement dit, c'est la France qui devait piloter notre accession à la souveraineté internationale. Donc l'indépendance dont parlait M. Ojola n'était pas celle dont parlait l'UPC et Ruben Oumniobé. Première chose. Deuxième chose, le Mpodol a fait 3 passages, 3 interventions successives à la tribune de la 4e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en charge des territoires sous tutelle. Une première intervention le 17 décembre 1952. Il a fait une deuxième intervention en 1953. Mais l'intervention qui a fait boum, permettez-moi l'expression, c'est son intervention du 24 novembre 1954, où il a décliné à la face du monde sa vision de la libération du Cameroun et surtout sa vision du Cameroun indépendant. Et qui s'est résumé en quoi? Première chose qu'il a posée de manière péremptoire, c'est l'abolition des accords de tutelle du 13 décembre 1946, qui selon lui ont été conclus à l'instigation de la France, mais sans associer les Africains. Autrement dit, c'est les Français qui avaient défini comment on allait définir l'avenir de son précaré en Afrique. Première chose. Mpodol a dit, abolir d'abord ces accords de tutelle. Deuxième chose, Mpodol dit, et sur ce point, je reviens un peu sur ce que disait le grand fameux Oumtoulaye, il n'a pas parlé de l'indépendance avant.
le Podol a dit de manière claire et péremptoire sur la tribune des Nations Unies qu'il fallait d'abord construire la nation camerounaise. C'est pour ça qu'il plaçait la réunification du Cameroun avant l'indépendance. Il a martelé cela. Et il a rappelé aux Français que contrairement à ce que vous dites, nous à l'UPC on n'a jamais parlé d'une indépendance immédiate. Par contre, nous parlons d'une réunification immédiate. Et que nous demandons au moins 10 ans à l'ONU, parce que quand le Podol va à l'ONU, lui sait que c'est l'ONU qui doit définir l'avenir du Cameroun et non la France. Il demande à l'ONU, donnons-nous 10 ans qui vont nous permettre de mettre en place un programme école. Lequel programme va permettre au Cameroun de former les jeunes cadres qui dans 10 ans pourront prendre le destin du pays. Et c'est ce jour-là que sa lettre de mort est signée. Puisqu'au sortir de cette troisième intervention qui a eu lieu, je l'ai dit bien, le 24 novembre 1954, il est arrivé au Cameroun 4 jours après. Et 4 jours après, la France du président René Coty à l'époque a estimé que le haut commissaire qui était en place au Cameroun, j'ai nommé André Sokado, était très souple. N'était pas suffisamment... Oui. C'est pour ça que le 2 décembre, donc 4 jours après le retour de Podol au Cameroun, on a nommé un nouvel haut commissaire qu'on appelait qui? Roland Pré, avait pour mission essentielle de dynamiter l'UPC et assassiner Ruben Oumiobe. Alors, donc c'est pour vous dire, pour chuter, vous allez voir que dès que M. Roland Pré est arrivé au Cameroun, il a commencé à traiter le leader de l'UPC. Et c'est à ce moment que effectivement tout va s'emballer, puisque 54 arrivé le Roland-Pré, et puis il y a un certain nombre de mouvements de violence qui vont déboucher finalement sur l'interdiction. Mais avant d'y arriver, la question que j'allais poser pour qu'on se comprenne très bien sur ce projet de Oum et surtout la méthode, ce programme école dont il parlait, quel en était l'intérêt? Vous avez indiqué que cela permettrait de former les cadres, de les préparer. Est-ce que c'était en prenant en compte le système colonial français, notamment le système d'administration directe, qui était tel que, effectivement, à tous les postes d'administration, c'était le français et qu'il fallait préparer, à la différence de la zone anglophone, où on faisait un système indirect, où les gens étaient plus ou moins préparés à cette indépendance. Est-ce que c'est en tenant compte du système colonial? Oui, justement, parce que le Podol avait même posé le problème que les Français sont au Cameroun depuis 1919. Cela faisait pratiquement 30 à 40 ans. Il n'avait pas formé les Camerounais réellement. Il n'avait pas formé les Camerounais et il avait estimé que sous l'administration française, les Camerounais étaient des assujettis, les Camerounais étaient des sujets. Et je me rappelle, un document, je ne sais pas, je vais me rappeler, c'était dans un ouvrage, je crois, de M. Thomas Delton, où il disait que à l'époque même, les Camerounais étaient catégorisés. Il y avait ce qu'on appelait, comment dirais-je, les indigènes abrutis, il y avait les indigènes évolués. Donc dans tous les cas, il y avait les assimilés. Bref, dans tous les cas, le Podol a tenu compte de tous ces paramètres. C'est pour ça que justement, dès qu'on a créé le BDC en 1951, donc entre 1951 et 1955, il y avait deux visions de la libération du Cameroun qui s'opposaient. Il y avait la vision upéciste, il y avait la vision que certains appellent de manière péjorative la vision odiolatiste. Ceux qui pensaient qu'on ne pouvait jamais nous donner l'indépendance sans passer par les Français, que c'est les Français qui devaient définir notre destin. Et le Podol a dit non, nous on doit prendre notre destin, mais pour cela, il faut d'abord qu'on forme les Camerounais pour qu'ils soient suffisamment outillés pour prendre en main leur destin. De votre point de vue, Amos Oum, pourquoi Ruben Oumiobe n'a pas réussi? Il a réussi. Laissez-moi d'abord reprendre la mort de Oumiobe. Parce que mes copanélistes ont dit beaucoup de choses importantes. Mais il fallait tuer Oumiobe. Parce que chez nous, il y a encore des vieux qui disent Koundé Siri. Ça veut dire que l'indépendance est suspendue. Il fallait tuer Oumiobe pour en arriver là parce que la qualité de l'indépendance que le Cameroun a eue en 1960, si Oumiobe vivait, il devait contester cette indépendance.
les Français ont su qu'il fallait d'abord l'abattre, parce que sinon, il allait leur dire, c'est pas ça que nous voulons. Puisque Maître Kak a dit beaucoup de choses, il fallait former les Camerounais. Et former les Camerounais sur quoi? Sur la sauvegarde des intérêts du pays, sur la gestion des richesses de notre pays. Parce que quand vous lisez les textes de l'UPC, on va vous dire, l'UPC n'est pas contre les intérêts des Français. Écoutez, l'UPC n'est pas contre les intérêts des Français. Puisque les Français estiment que l'UPC combat leurs intérêts. C'est pourquoi il fallait qu'il meure. Maintenant, quand il meurt, il devait continuer à avoir la même mise. Parce que vous connaissez bien que, excusez-moi, jusqu'à l'heure actuelle, les Français cherchent toujours à mettre leur personne au pouvoir en Afrique. Pas seulement au Cameroun, en Afrique. Donc, et c'est ce qu'ils ne devraient pas réussir si Oumniobé vivait. Et pour revenir donc à la question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de son passage à la tribune des Nations Unies, le projet qu'il avait pour le Cameroun? Au moment où il est assassiné, la mission n'est pas accomplie. En fait, je ne suis pas d'accord, parce que j'ai toujours dit aux gens, la réussite n'est pas toujours matérielle. Lorsque vous avez pu mettre une idéologie en place, et que cette idéologie ne reste immortelle, comme on dit, ne disparaît pas, c'est que vous avez réussi. Donc, Oumniobé a mis une idéologie en place au Cameroun. Et je crois que tous les Camerounais, quels qu'ils soient, même vous là, je vous ai entendu dire maintenant que vous êtes UPCiste. Ce n'est pas parce que vous portez la couleur rouge, mais parce que vous adhérez à l'idéologie de Ruben Oumniobé. Donc son idéologie reste. Vous allez voir, Jésus-Christ est mort. Mais est-ce qu'il n'a pas réussi? Gandhi est mort. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Donc Oumniobé est mort. Il a laissé, tous ceux-là ont laissé des idéologies. Parce que c'est ça d'abord, pour moi, c'est l'essentiel de la vie d'un homme. Et ça nous amène donc à la question justement de l'héritage, du legs de Ruben Oui, justement, Duval, ça c'est... En fait, j'ai aimé la chute de Monsieur le maire. Hein. J'aime l'appeler Monsieur le maire. Mon grand frère Oumamos, qui est mon aîné au collège. Hein. En fait, ça je le dis en passant. C'est monsieur très intéressant. Et il a dit quelque chose de très très pertinent. Oumniobé a été assassiné. Oumniobé est mort. Mais l'idéologie UPCiste n'est pas morte. Je vais vous dire une vérité, Duval. Vous savez, lorsque Oumniobé prend la direction du maquis, après la dissolution de l'UPC, on remplace Roland Pré. Roland Pré est remplacé le 27 avril 1956. Il est remplacé par qui? Par Pierre Mesmer, qui a eu le privilège de préparer la loi cadre. Parce que ce qu'on a appelé la loi cadre, qui fut adoptée au mois de juin 1956, a été préparée par Pierre Mesmer, qui était le directeur de cabinet du ministre français de la France d'Outre-mer, qu'on appelait le ministre de la France des colonies. Il s'appelait Gaston Defferre. C'est eux qui préparent la loi cadre, avec la collaboration active de Félix Houphouët-Boigny, qui était leur antenne en Afrique. Lorsque M. Mesmer arrive, il déclare que tant que le secrétaire général de l'UPC n'est pas assassiné, la France ne va jamais piloter la situation au Cameroun. Il va s'installer pratiquement à Boumiébé. Je parle sous le contrôle de mon grand frère Oumamos, pour épier les mouvements du Mpodo. Et lorsqu'ils réussissent à organiser la fameuse élection qui avait conduit à la mise en place de l'ALCAM, l'Assemblée législative du Cameroun, en mai 1957. Bon, ils ont décidé de faire de André Marie Mbida le Premier ministre. Pourquoi ils font partir Mbida?
Parce qu'ils ont eu le sentiment à un moment donné que Mbida était en train d'appliquer les idées de Oumyobé. Ils ont décidé de le faire partir. Ils ont fait venir un haut commissaire qui a fait 21 jours au Cameroun. Il s'appelait Jean Ramadier. Il arrive au Cameroun le 29 janvier 1958. Il repart le 19 février. Mais en 21 jours, il a évincé André-Marie Mbida pour installer le président Ahidjo. Avec tout pour mission d'en finir une fois avec Oumyobé. Ils ont réussi à le faire le 13 septembre, donc pratiquement 7 mois après. Mais il se passe que, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, j'ai eu à en discuter avec certains intellectuels étrangers qui connaissent vraiment l'histoire du Cameroun. Et beaucoup vont te dire que les malheurs du président Ahidjo, du côté de la France, ont commencé quand ils ont commencé à se persuader que le président Ahidjo appliquait pratiquement... André-Marie Mbida. Non, je parle du président Ahidjo. Ah d'accord, ok. Par la suite. Par la suite. Je veux simplement vous démontrer que l'idéologie de Oumyobé, sa vision n'a pas échoué. Le président Ahidjo veut maintenant, il vient là, tout ce qu'il amène là en 1962 avec les plans quinquennaux et tout, c'est les idées des UP6. Et c'est pour ça, vous ne le savez pas, c'est pour ça que pour commencer à bâtir économiquement le pays, pour commencer à stabiliser, à structurer notre économie, il a nommé un UP6 comme directeur de l'orientation économique au ministère des Finances. J'ai nommé Augustin Frédéric Kodok. Je parle sous le contrôle du docteur Soro qui est à côté de moi. C'est le ministre Kodok qui pose les bases de notre économie, dans la vision UP6 de la chose. Donc, jusqu'à ce point, Oumyobé n'a pas échoué. Et je vais vous dire, pour chuter, que lorsque nous faisons une exégèse de la situation qui prévaut au Cameroun aujourd'hui, avec la fameuse crise du Nozo, tous ceux qui sont honnêtes, même dans le gouvernement, savent que c'est parce qu'on n'a pas implémenté le projet Oumyobé. Parce que si on avait commencé par construire une nation, comme il avait préconisé, j'ai le sentiment et même la conviction que cette crise ne serait pas arrivée. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tant qu'on écarte l'UPC de la gestion de cette crise, on ne trouvera pas de solution durable. Tout ce qu'on va trouver comme solution ne sera que des solutions cosmétiques, des solutions périphériques. Et à ce niveau-là, je voudrais qu'on comprenne un développement que vous avez fait, Maître Kak, parce que ça peut paraître incongru ou ambigu. Vous dites que les malheurs du président Mbida commencent du Premier ministre Mbida. Et d'ailleurs, il est écarté parce que il est désigné comme Premier ministre. Il est désigné Premier ministre du Cameroun en 1958. Non, 57. Avec l'ALCAM, l'Assemblée législative. Oui, un an après, il est débarqué. Non, moins d'un an. Ouais, moins d'un an. Pourquoi il est débarqué? Janvier, février 58. Mais la question, parce que vous dites que c'est lorsqu'on se rend compte qu'il commence à appliquer une vision upéciste que la situation se complique. Pourtant... Ce n'est pas qu'il applique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, Oumyobé est mort parce qu'il avait compris la société coloniale. Et il est l'un des rares indigènes à avoir gagné un procès devant les institutions de l'impérialisme face à une nation impérialiste en utilisant les arguments que les impérialistes pensaient inaccessibles aux indigènes. Non, permettez que je pose la question de façon précise. Maintenant, je vais vous répondre. Je pose la question pour que je comprenne. Oui, vous allez compléter, parce que je veux comprendre. Vous dites qu'il y a une vision upéciste. Oui, il y a une vision upéciste. Qu'à un moment donné, le Premier ministre Mbida a voulu implémenter. Et c'est à ce moment que commencent ces difficultés. Je vous la donne, elle est en 3 éléments. La question que je pose, c'est, puisque justement, vous avez indiqué que ceux-là sont également présentés comme étant des journalistes, si effectivement, ils étaient dans l'implémentation de la vision upéciste, est-ce que cela n'aurait pas permis d'éviter, par exemple, les questions comme celles qui sont par la suite... ces questions qui sont nées par la suite, qui posent la crise du... Je voulais préciser quelque chose. Vous savez, Jean Ramadi est nommé le 29 janvier 1958 pour remplacer Pierre Mesmer. 2 jours après, il convoque une réunion avec le Premier ministre André-Marie Mbida. Dès la première réunion, il y a clash entre les 2 hommes. Parce que dès qu'il vient, il explique que bon, il est là pour conduire le Cameroun à l'indépendance dans 2 ans. Mbida de lui dit, mais monsieur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous parlez de quelle indépendance? Les Camerounais n'ont jamais été formés pour prendre en main leur destin. C'est les idées de Oumyobé déjà. Il le dit non. On
On ne peut pas nous donner l'indépendance dans les conditions actuelles. Formez-nous d'abord avant de nous donner l'indépendance. Voilà le point de chute. Voilà la cause de l'éviction de Mbida. Parce qu'au sorti de cette réunion, Jean Ramadier fait ses rapports. Il dit non, mais ce monsieur ne peut pas nous servir. Parce qu'en réalité, la France avait besoin des dirigeants camerounais dociles et non des gens qui vont leur faire des leçons. Il dit non, ce monsieur ne peut pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il avait tellement insisté pendant une semaine qu'à Paris, on lui a donné carte blanche. Il a remplacé Mbida par Aïdjo. Okay. C'est pour vous dire ceci, pour chuter. Je vous dis encore que si ce pays était resté dans la vision UPCiste, beaucoup de situations auraient été évitées. Tous ceux qui ont tenté de le faire ont été débarqués. Autrement dit, l'UPC peut sauver le Cameroun. Bien sûr. On revient tout à l'heure sur cette question à la fin de l'émission. C'est l'UPC qui sauvera le Cameroun. Oui, mais il y en a qui estiment que l'UPC doit d'abord se sauver avant de se sauver. Non, l'UPC n'est pas en danger. Non, on n'en parlera tout à l'heure. Justement, c'est parce qu'on sait que l'UPC peut sauver le Cameroun combat l'UPC. On revient à cette question. J'insiste à prendre la parole parce que votre émission a aussi une vocation pédagogique. Et sur cette question-là, il faut dire que et les siens ont remporté la victoire de l'opinion. Okay. Et on pourrait accoler à cette victoire de l'opinion un titre d'un ouvrage de Jean Ziegler qui s'intitule « La victoire des vaincus ». La victoire des vaincus. L'UPC n'a certes pas incarné l'implémentation de son projet, de sa vision, pour un Cameroun libre, unifié et indépendant, mais ses idées ont triomphé. Et à ce sujet, je voudrais vous citer ce que dit Odile Tomner. Elle dit « La victoire amère de l'UPC, la victoire amère de l'UPC, de réside après sa mort dans l'échec patent de ceux qui l'ont tué, c'est-à-dire les Français et leurs raffinés, et qui ont empêché le Cameroun de devenir un pays fort et prospère. La preuve matérielle, c'est de regarder ce que notre pays est devenu. Notre pays est demeuré un réservoir de matières premières. Lorsqu'on regarde les infrastructures de base, les routes, les hôpitaux, l'école, tout est resté à un stade embryonnaire. Donc, cette manifestation de cet échec, de ceux qui ont cru incarner le pouvoir en l'assassinant, traduit de façon manifeste que ces idées ont triomphé. Alors, maintenant, la question qui va suivre, c'est celle de savoir pourquoi cette UPC-là, qui a été créée par Ruben Oumyobé, enfin, par les nationalistes camerounais, et donc Oumyobé en a été la figure emblématique. Comment est-ce que cette UPC, par la suite, après l'assassinat de Oumyobé, n'a pas été en mesure de... C'est vrai que vous avez indiqué que l'idéologie a perduré. Comment cette UPC n'a pas été en mesure de poursuivre victorieusement le combat? Et en observant ce que c'est que cette formation politique aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a comme un échec? Simon Serson. Bon, moi je vais d'abord vous rassurer, il faut être content, l'UPC a triomphé. Et c'est sur ça que je voulais revenir. C'est justement parce que l'UPC a triomphé, de la manière dont le colon ne s'attendait pas, qu'on a décidé, si vous écoutez Mesmer, une décision avait été prise d'éliminer physiquement, intellectuellement, idéologiquement, tout ce qui ressemble à l'UPC. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, je vais emprunter à un ami qui aime souvent dire que faisons la mathématique. C'est parce que là, on est en train de parler la langue vulgaire qu'on ne comprend que vous pensez à un sentiment d'échec. Parce que si vous savez qu'il y avait un adversaire et que l'adversaire a cédé même à 1% seulement de ce que nous demandions, c'est que nous avons gagné. Et après, si vous savez qu'il y avait un adversaire, vous savez aussi que l'adversaire a décidé d'arrêter le projet. Troisième chose, sachez que l'un des éléments clés, c'est que la décision, après le troisième passage de Oumyobé à l'ONU, la décision avait déjà été prise que le Cameroun accédera à l'indépendance. D'où les émeutes qui commencent en 1955. C'est les Français, c'est un militaire français qui lance une grenade sur des jeunes au carrefour dit Kayo-Eli. C'est comme ça que ça commence. Donc, dans le renseignement français, on décide donc de faire ce que vous dites, l'UPCisme. Qu'est-ce que c'est? C'est Mbida qui utilise le premier ce mot. C'est-à-dire récupérer l'étiquette des idées de l'UPC. Je dis bien récupérer l'étiquette des idées de l'UPC
trouver des volontaires de l'entrisme politique et aller à l'indépendance qui est devenue inévitable avec eux pour qu'ils n'aient pas le sentiment d'avoir contraint la France à l'indépendance. Parce que ce que les gens ne veulent pas dire, c'est que la France ne voulait pas des pays indépendants. Mayotte n'est pas indépendant. Les Kanaks ne sont pas indépendants. Si l'UPC n'avait pas levé la tête, le Cameroun et l'Afrique ne seraient pas indépendants. Houphouët-Boigny répond à Kwame Nkrumah en 1957, quand Kwame Nkrumah lui dit que laissons cette affaire de la communauté et devenons indépendants parce que, comme Cheikh Anta Diop le révélera plus tard, Oumou-Nyobe nous montre que l'Afrique a les moyens d'un développement endogène qui le mènera vers un partenariat amical avec les nations qui sont aujourd'hui nos bureaux. Voilà l'autre cause de l'élimination. Ça veut dire que Oumou-Nyobe avait dit que ce type de relation prédatrice et belliqueux, on peut le changer tout en restant des amis. Et pour le colon, ce n'est pas que c'est pas vers ça qu'on tend actuellement. Lisez ce qui se passe à travers le monde. C'est les idées de Oumou-Nyobe que le monde entier entreprend, mais il était inconcevable que ce soit un nègre, comme vous et moi, que ce soit cette écharpe qui est une idée juste qui doit sauver la planète. Voilà la cause de la mort. L'autre chose, l'UPC est toujours vivante. C'est le seul parti qui, n'ayant pas exercé le pouvoir après 72 ans, est toujours vivant et fait peur. Au point où certains suppôts coloniaux poussent des gens à commettre des actes que j'appellerais des autosuicides. On l'a vécu le 13 septembre en Mondiovision. Où des gens veulent récupérer, même si votre père a été gentil pour tout le village, on ne peut pas se permettre de transformer ces funérailles en lieu, n'est-ce pas, où ce sont les fils des voisins qui viendront célébrer. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre? Il s'est passé le 13 septembre. Commémoration à aider. Le président de la République, nous dit-on, parce que je suis sûr que ce document n'est pas authentique, a désigné un représentant personnel, pas du RDPC. Et que ce représentant a cru bon de vouloir en lieu et place tenir avec des UP6, n'est-ce pas, l'inauguration de ce que pourrait être un jour, parce que les monuments funéraires ont un esprit, une architecture. Mais bon, ça nous montre seulement qu'il y a des gens qui veulent s'approprier l'UPC. Ça veut dire que l'UPC est encore indispensable. Mais en sont-ils dignes? Donc l'UPC n'a pas de problème. Quand vous le dites, j'ai eu l'impression que vous le disiez faut donner toute l'information. J'ai eu l'impression qu'il le disait pour dénoncer. Donc, écoutez, nous ne sommes pas devant un tribunal. Ce qui est important pour nous, devant vos médias, c'est vrai, il y a une violation d'une loi, une décision de justice, ce qui est une honte pour la République. Mais ce n'est pas ça le plus important dans de telles démarches. Nous sommes dans une démarche aussi pédagogique. Votre question, était de dire que l'UPC aurait peut-être... peut-être parce qu'on parle de Rubin Oumou-Nyobe, on parle de l'UPC, voilà, les deux éléments sont peut-être indissociables. Je repose la question autrement. Sont tellement fidèles qu'ils continuent à se battre et l'UPC reste debout malgré les adversités. Est-ce que vous savez que dans ce pays, décision a été prise que même par soupçon du pécisme, ce que vous voulez dire, donc même d'un discours frélaté de l'UPC, vous êtes en déchéance. C'est-à-dire, on prononce ce que les Américains avaient appelé le bannissement. Vous n'avez droit à rien. Et beaucoup de Camerounais, pour vous montrer que l'UPC est toujours vivante, ont accepté le bannissement et ont continué à porter leur... Est-ce que vous savez... Mais Victor Kaka, est-ce que si l'UPC est toujours vivante, l'UPC est toujours debout, et que l'idéologie ou le projet UPCiste qui était porté par Oum a été démocratiquement, je veux dire, a été répandu, la question que je pose, c'est celle de savoir, est-ce que cela veut dire qu'on a bien conservé l'héritage que nous a laissé Oum-Nyobe? Est-ce que l'héritage a été bien conservé? Je répondais en disant plus ou moins. En revenant déjà sur l'argumentaire de Serge, je me suis dit qu'il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Oui. Je voudrais emprunter une image à travers laquelle l'essentiel de ceux qui nous écoutent vont se retrouver. Vous savez que dans l'anthropologie de la civilisation Bamileke, lorsque votre père a une place à la chefferie et qu'il décède et vous avez un titre, quand il y a un héritier désigné, il faudrait que lorsque cet héritier-là, il atteint la maturité, qu'il vienne prendre la place du père
dans la chefferie pour perpétuer son œuvre. Comment comprendre donc que les héritiers légitimes de Oum soient vivants, ils soient dans notre pays, et qu'on pense qu'on veuille inaugurer ce qui passe pour être une stèle commémorative avec des personnages qui ne lui ressemblent ni de tête, ni de queue. Donc c'est ce que Serge a voulu décrire tout à l'heure. Maintenant, pour venir à la question, si tu peux me la reprendre, s'il te plaît. Non, enfin, pour revenir sur l'héritage a été bien conservé. Est-ce que l'héritage a été bien conservé? Je pose la question parce que lorsqu'on a parlé de Oum tout à l'heure, c'est à dessein que j'ai commencé par... c'est à dessein que la première question, c'était qui est Oum Yobe? Parce qu'il fallait bien évidemment qu'on balise et qu'on essaie de voir quelles sont les valeurs qu'incarnent les individus. Si nous avons les mêmes valeurs. Lorsqu'on regarde très bien, on voit on dit que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. C'était un très bon patriote. Il était intègre. Il est allé jusqu'au sacrifice suprême parce qu'il avait un projet. Il a une vision pour notre pays. Lorsqu'on a regardé son projet, on l'a écouté à la Tribune des Nations Unies. On a dit que c'était quelqu'un qui voulait l'unification, la réunification du Cameroun, puis l'indépendance. Il y avait un projet école qui devait durer une décennie, ainsi de suite. Est-ce que lorsqu'on regarde tout cela aujourd'hui, on peut en être fier? Est-ce qu'on peut avoir le sentiment qu'on a repris le flambeau? Le projet a été bien conservé. Maintenant, je comprends bien votre question. Et je réponds en disant parce que la lutte continue. Et ceux qui incarnent cette lutte-là, ils sont sur la place Cameroun. Ils continuent. Seulement, ce qui peut paraître un peu diffus dans l'esprit des Camerounais, j'emprunterai une autre image propre à nos cultures, c'est un peu comme ce parent qui a des enfants dans une maison, mais où tous ses enfants ne couchent pas dans la même chambre. Chacun occupe une certaine pièce et il arrive des moments où à table, les enfants sont autour de lui. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des divergences de perception, surtout au niveau de ce qui cristallise beaucoup plus ces dissensions, c'est l'orientation idéologique. Mais le sous-bassement profond, il reste le même. Ce sous-bassement profond, c'est quoi? C'est que les UPCistes fondamentalistes, pour reprendre l'expression de Baïbek, sont ceux qui savent... Les UPCistes fondamentalistes orthodoxes. Ils savent que l'horizon indépassable de tout citoyen camerounais doit être le Cameroun. Attendez, je prends l'avis de Maître Kag avant de venir à vous. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un problème... Oui, je reviens à vous. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un problème d'orientation idéologique? Parce que c'est l'expression qu'il a utilisée. Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec Victor. Victor Kaké. Parce qu'en fait, je suis d'accord déjà avec ce que Serge a développé tout à l'heure par rapport à l'héritage qui a été conservé. L'héritage oumniobiste ou upéciste a été conservé. Si cette idée n'avait pas été conservée, on serait plus lent. Mais quand vous parlez d'héritage, vous pensez à quoi précisément? Non, cette idée, moi je pense que pour un politique, en fait, nous on fait la politique peut-être à un niveau moindre, mais pour le peu que je sache de la politique, c'est que le vrai acteur politique... Est-ce que l'héritage peut se conserver sans les héritiers, Maître Kag? Non. Je pense que c'est... Laissez-moi un peu chuter. Je pense que lorsqu'on parle d'un acteur politique sérieux, lorsqu'on parle d'un leader de la trempe du Podol, ce qui est important, c'est sa vision, la vision qu'il portait. C'est ça que moi je considère comme l'héritage. Quelles sont les idées qu'il développait? Est-ce que ces idées restent d'actualité aujourd'hui? Je vous répondais par l'affirmative. Maître Kag, que vaut le christianisme sans la Bible? S'il vous plaît, Victor. Lorsque nous développons... Sans Jésus-Christ, peut-être sans la Bible. Lorsque nous développons des questions aussi sérieuses, il y a beaucoup de Camerounais qui veulent savoir. Et les Camerounais ont le droit de savoir. Oum Yobe était porteur d'un certain nombre d'idées. Je vous donne un petit cliché. L'une des gangrènes qui mine notre société actuelle, c'est le tribalisme qui revient. Le tribalisme d'État. N'ont pas peur de le dire. Or, dans la vision politique de Oum Yobe, il n'avait jamais pensé tribu. Il pensait Cameroun. La seule tribu qui comptait pour lui, c'est le Cameroun et c'est les Camerounais. De ce point de vue, donc, il y a un problème. Il y a un problème, vous voyez ce que je dis. C'est un point qui revient d'actualité. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque vous prenez, par exemple,
vous pouvez vérifier. Lorsque vous prenez les 12 pères fondateurs officiels de l'Union des populations du Cameroun, ceux qui se retrouvèrent dans le fameux café bar, vous allez voir qu'il y avait 4 Bassa, il y avait un Bamileke, il y avait 4 Beti. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y avait 4 Sawa. Non, il y avait 3 Sawa, un Bamileke, 4 Beti, 4 Bassa. Et c'est Oum qui l'a voulu. Parce que c'est lui qui a choisi. Quand Gaston Donat lui dit, si tu pars à cette réunion, non, si ton nom apparaît, c'est fini. Ça ne va pas passer chez nous. Donc dans l'administration coloniale. Choisis des gens sûrs. C'est lui qui choisit les gens qui vont à cette réunion. Vous voyez, il y a les petits, il y a les Bassa, il y a les Bamileke, il y a les Sawa. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le gars avait une vision nationale de la chose. Il ne refuse pas en termes de tribu. C'est un problème qui reste d'actualité. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, contrairement à ce qui est répandu, beaucoup de Camerounais comprennent que ce monsieur était un grand visionnaire. Et donc l'orientation politique en réalité ne pose pas de problème. Non, l'orientation politique ne pose pas de problème. Il se passe tout simplement que dans la strate gouvernante, il y a des gens qui sont convaincus que si on donne de l'espace à l'UPC, la vision oumniobiste va prospérer et les Camerounais vont connaître le bien-être. Mais est-ce qu'il existe des gens prêts à porter ce projet? C'est ça la question. Et je pose la question au maire Oum. Il y en a. Posez-vous ici. Nous qui sommes là, nous sommes là. Nous sommes là pour porter, nous portons tous les jours. Alors, Amos Oum, je pose la question. Avec Oumniobé et l'UPC en 48, on voit qu'il y a des idéaux et il y a un individu qui porte ces idéaux-là. Je veux dire, entre autres, c'est vrai qu'il n'était pas seul. Il avait autour de lui un certain nombre de personnes. Il y avait un groupe de personnes qui portaient un projet. Alors aujourd'hui, l'idéologie reste. Le projet, il est toujours d'actualité. Mais de toute évidence, le problème se situe maintenant au niveau de ceux qui doivent porter le projet, non? Est-ce que le problème aujourd'hui n'est pas celui des héritiers et non pas de l'héritage? Laissez-moi d'abord vous dire que l'UPC est un mystère. Vous savez en quelle année l'UPC a été interdite? 1955. Vous savez à quelle année la démocratie est revenue pour laisser la place à l'UPC? Vous allez constater que si vous avez un parent qui est mort et que 35 ans après, on célèbre encore sa mémoire, c'est pas donné à n'importe qui. Surtout, vous êtes encore jeune. Moi, j'ai connu quand même à mon âge des problèmes. C'est que, à une certaine époque, pas très lointaine, hein, quand tu parlais du nom de l'UPC, même si tu es dans la chambre seul, que tu dis UPC, demain matin tu es arrêté, tu ne sais même pas comment cela s'est fait. C'est-à-dire le seul fait que tu dis UPC. Donc, avec cet acharnement que l'UPC a connu, et que aujourd'hui on parle encore de l'UPC, il faut dire que c'est un mystère. Comme ils ont dit, c'est vraiment immortel. Maintenant, il ne peut pas avoir l'héritage sans héritier. Vous allez me dire qui est l'héritier? L'héritier, c'est tous les Camerounais. Maître Kak vous a dit les pères fondateurs. Vous avez compris que tout le monde était là. Ce n'est pas seulement un tribu qui était là. Tout le monde était là. Donc il y avait les Bassa, il y avait les Douala, il y avait les Bamileke. Et quand Oumniobé a commencé la sensibilisation, il est allé presque partout. Donc l'héritage de l'UPC, c'est l'héritage des Camerounais. Et tous les Camerounais doivent porter cet héritage. J'étais en train d'argumenter en disant que je suis de ceux qui pensent que nous avons
au sein de notre mouvement des divergences d'ordre de la perception de la canalisation idéologique du mouvement. Il y a ces divergences. Pourquoi? Je disais tantôt que les UPCistes fondamentalistes, fidèles aux idéaux des pères fondateurs, savent que nous avons l'horizon indépassable qui est l'intérêt du Cameroun. Pour y parvenir, on doit avoir un travail acharné en mettant sous cap l'intérêt personnel, effacement personnel pour la promotion de l'intérêt collectif. Ah bon, peut-être le problème se situe au niveau des vocables qu'ils ont utilisés. Non. Maintenant, comment est-ce que cela se traduit? Cela se traduit par le fait que, au sein du mouvement, il y a les tenants d'une ligne qui pensent qu'il faudrait qu'on reste campé sur le nationalisme révolutionnaire. Et à côté de cette ligne-là, il y a une autre ligne de démarcation qui, lorsque vous observez bien les actions et l'implémentation des idées, c'est un nationalisme de type collaborationniste. Et c'est ça qui fait problème. Parce qu'au sein de ces mouvements-là, on retrouve donc certains camarades qui, peut-être sur le plan de la promotion des idées, ils peuvent vous réciter tout ce qu'on a là comme les préceptes, mais qui en leur sein développent des tendances qui sont contraires aux préceptes qui viennent bourgeoises, il faut dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans un mouvement qui milite pour une forme de socialisme, mais eux, dans leur tête et dans leur praxis, ils sont des capitalistes. Dans un socialisme de l'abondance. Mais bien sûr, c'est de ça qu'il est question. C'est pas... Je voudrais aller plus loin. C'est de ça qu'il est question. Le camarade Kakma dit maintenant que je ne suis pas allé loin. Moi, je pense que c'est lui qui n'est... Là, il n'est pas allé loin. Je ne sais pas si tous les Camerounais comprennent. Vous savez, moi, je lui dirais que c'est un problème de lutte. L'UPC est là. L'UPC a ses héritiers. Mais je vous disais que mathématiquement, n'oubliez pas que nous avons les ennemis. Oui. Et je vous disais tantôt que si Oumniobé a été assassiné, c'est parce que Oumniobé avait vu qui est notre ennemi. Notre ennemi est le même ennemi du peuple que le peuple français. Oui. Notre ennemi est le même ennemi que l'ennemi du peuple américain. Vous savez qui a commencé les histoires de vaccins, par exemple, des remèdes? Rockefeller. C'est un brigand. Quand on refuse de commercialiser ce qu'il vendait, qui étaient des faux produits mélangés à des pipis, qu'il faisait donner et de la drogue, parce que quand les gens prenaient, ils se sentaient un peu repoulés et ils croyaient que c'était un médicament. C'est là qu'il est parti au pétrole et tout le monde sait comment il a fait pour le pétrole. Je veux parler de la finance internationale qui met en place l'impérialisme. Écrit la charte de l'impérialisme, un document que j'aime citer ces derniers temps pour démasquer dans les mouvements nationalistes, ces gens qu'on envoie pour faire prétendre aux gens que l'entrisme politique peut être un chemin. Ce qu'il a appelé la collaboration. Ils ont appelé ça l'entrisme politique. Oui. Mbida était le premier partisan de cette doctrine. Il avait cru que non, comme on lui a fait croire, Oumniobé a été trop radical, lui va négocier. On peut changer de l'intérieur. Mais on a vu le résultat. On ne peut pas négocier avec eux parce que leur ambition, c'est que vous restiez esclaves. Et il faut le dire aux camarades et aux Camerounais qui vont s'agenouiller devant eux pour dire qu'ils veulent remplacer quelqu'un. Les conditions qu'on va vous proposer seront plus dures que les conditions qu'on a proposées à vos prédécesseurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de négociation. On est en guerre. Il n'y a donc pas dans cette attitude-là du pessisme. Enfin, si. Non, c'est qu'ils ne comprennent pas leur position. C'est une question d'éducation. Je parlais ce matin devant certains de vos confrères de l'école et de la culture. On vous lave le cerveau. Avez-vous conscience d'un peuple qui s'est développé avec l'école, la religion et la langue d'un autre peuple? Nous sommes les seuls peuples en Afrique qui prétendent que nous allons nous développer avec ces instruments d'ailleurs. Il a pris un exemple en voulant séparer le christianisme de la Bible. Oh, ces choses sont séparées. On peut être bibliste sans être chrétien. Jean-Paul II, un jour, on lui a dit la place Saint-Père Rome est pleine de catholiques. Il a dit effectivement, mais s'il y avait quelques chrétiens, le monde changerait. S'il y avait quelques chrétiens parmi les gens que vous avez là. Pour dire quoi? Pour dire, je vous ai dit aujourd'hui que le troisième vocable que je voulais coller à Oumniobé, c'est celui de maquisard. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme intègre, intelligent, dynamique, messianique,
Oumyobé était le messie de l'Afrique. On vous enlève de cette catégorie pour que votre peuple soit confus. Il ne sait plus si vous êtes vraiment, et on commence à vous coller quelques dérives communistes, maquisards. Comme ça, on ne sait plus. Après, on peut vous abattre. Oumyobé est devenu maquisard pour la diversion. On a dit que non. On a envoyé les Français négocier avec lui. C'est lui qui devait diriger le Cameroun indépendant. Il a refusé. On va le remplacer. On va donner à quelqu'un d'autre. Parce que lui l'avait dit. Et Maître Kakar le disait. Dans le document que je cite avec Kwame Nkrumah et son discours avec Houphouët-Boigny, c'est que quand le Cameroun, quand l'ONU décide, quand les gens de la 4e commission décident que le Cameroun va à l'indépendance, la France se trouve coincée. Elle est obligée de nous amener à l'indépendance. Elle décide de faire des indépendances de façade que De Gaulle avait commencé à préparer avec son franc CFA. Or, dans les accords de novembre 59, quels sont les 3 éléments que la France décide de garder comme faisant pas partie des pouvoirs qui seront dévolus aux États indépendants en Afrique? C'est la question de la monnaie. Avec ses corollaires, les matières premières sont dites stratégiques. On ne les cédera à personne sans l'avis de la France. Il y a la question de la défense. D'ailleurs, le pays qui est le plus emblématique dans ce cas, c'est la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas d'armée. Et il y a troisièmement, laissez-moi terminer parce que c'est important actuellement, les Camerounais sont en train d'aller se battre au niveau international pour qu'on vienne les installer au pouvoir, la diplomatie. Mais cette diplomatie continue à vouloir être une diplomatie au service de la coloniale. Or, nous, les héritiers, nous, les UP6, nous disons aux autres Camerounais qui pensent que nous faisons fausse route qu'il ne s'agit pas de ne pas aimer les strapontins politiques. Mais que les prendre... Sur cette question de diplomatie, par exemple, on a bien vu que Ruben Oumyobé avait parmi les éléments qui lui permettaient de pouvoir se frayer un chemin dans son projet, dans la réalisation de son projet, à solliciter par exemple les Nations Unies. Mais parce que nous étions filles des Nations Unies, nous n'étions pas une colonie. L'histoire du Cameroun, c'est que quelques responsables du territoire demandent la protection britannique face aux razzias et à l'insécurité qui règne dans la côte. Ça ne réussit pas, on signe des traités avec les Allemands. Au moment où les Allemands s'arrêtent, Theodore Satz dit qu'il va faire de Douala une nouvelle ville. Il commence à déguerpir les Camerounais. On s'en va en procès et on gagne le procès pour dire qu'on n'est pas colonie allemande. La guerre arrive, on passe à la SDN. La guerre revient, on va à l'ONU. Donc, Oumyobé y va, disant que comme c'est grâce au Cameroun libre que la France est libre. Parce que De Gaulle était un lâche, c'était quelqu'un qui avait fui déjà en 14-18. Et donc, laissez-moi terminer, parce que voilà les éléments. Parce que quand vous restez sur le débat des UP6, vous faites comme si c'est les UP6 qui sont le problème. Non, c'est pas la question. La question, c'est sur l'héritage. Je veux qu'on revienne là-dessus. Qui avons comme ennemi quelqu'un qui est un poltron. Duval, permettez-moi. Non, vous allez finir. Laissez-moi couper le fil. Les gens qui regardent pourront aller à la cuisine. Mais sur la question de l'héritage, j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il peut avoir un héritage sans les héritiers? Il y a les héritiers. Ce que vous devez dire, c'est est-ce que les héritiers, quand ils ne sont pas au pouvoir, ça veut dire qu'ils ne sont pas les héritiers? Parce que voilà la question au Cameroun. Le vrai problème du Cameroun, c'est que l'idéologie de l'UPC est là. L'idéologie de l'UPC est entre les mains des héritiers. Mais ce qu'on veut souvent présenter, vous savez qu'en 90, l'UPC ne devait plus aller se légaliser. L'UPC avait été rétabli en 1960. Le décret est là. Et la loi de 1919 dit que les partis qui ont existence légale n'ont plus envie d'aller se présenter un dossier. Duval, il faut aller au fond de la question. Le combat de l'UPC, c'est pas contre les Camerounais. Le combat de l'UPC, c'est contre la charte de l'impérialisme qui refuse la liberté de l'Afrique. Avez-vous entendu un leader africain parler de la monnaie? Monsieur Biya, qui est là maintenant, est face à un Simon sort de mon poseur. S'il vous plaît. Non, je vais vous la parole tout à l'heure. On va faire des tout le temps. Lui, il doit parler. Il faut que Maître Kak aussi dise quelque chose. Non, mais en même temps, vous n'avez pas parlé pendant 15 minutes. Simon sort. Alors, Maître Kak, sur la question, je voudrais repréciser la question pour qu'on se comprenne. Sur la question de l'héritage. On a vu Oumyobé, on a bien, lorsqu'on a développé tout à l'heure sur ses valeurs, les valeurs qu'il incarnait, ses principaux traits de caractère, on a bien vu qu'il y a un certain nombre de choses qui revenaient. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'UPC tel qu'elle se présente, et lorsqu'on regarde l'héritage légué par Ruben Oumyobé, est-ce que vous avez le sentiment que
les valeurs qu'il incarnait sont restées intactes. Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui portent ces valeurs-là et qui aujourd'hui peuvent justement conduire le projet UPCiste jusqu'au bout? Duval, j'avoue que c'est une question d'une pertinence légendaire. Mais ce que je veux vous dire pour répondre à cette question, c'est que l'héritage du Mpodol Ruben Oumyobé est intact. Parce que, de mon point de vue, ce qu'on doit percevoir ici comme l'héritage se situe à deux niveaux. Premier niveau, les idées, la vision portée par le Mpodol. Est-ce que cette vision reste d'actualité? Est-ce que les idées, est-ce que les valeurs défendues par le Mpodol... Oui, tout le monde a répondu de façon unanime ici que c'est bon. Voilà. Donc, sur ce plan, nous sommes... Il n'y a pas de problème, ouais. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore là à défendre les idées du Mpodol? J'ai dit oui. Mais le problème de fond qui se pose aujourd'hui à l'UPC, c'est que, effectivement, je ne répondrai pas comme César, qui veut nous dire qu'en fait, ce qui explique la situation de l'UPC, c'est de causes extra-systémiques. Non. Le problème de l'UPC se trouve dans notre système. Le système de gouvernance qu'on a implémenté au Cameroun a réalisé l'exploit de mettre en place ce que j'appellerais un militantisme administratif. Il y a des gens, dès qu'ils deviennent haut fonctionnaire à Yaoundé, ils pensent qu'ils peuvent devenir un leader politique. Surtout que chez nous, on ne fait pas de distinguo entre le gouvernement, l'administration et les partis politiques. Quand on vous dit RDPC, tous les fonctionnaires sont du RDPC. Vous comprenez? Il y a un problème qui s'est posé chez nous à l'UPC. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient aucune prédisposition UPCiste, qui se sont retrouvés dans des ministères à Yaoundé. Et il y en a qui ont eu le privilège de travailler avec certains ministres UPCistes. Tout de suite là, ça leur a donné les idées UPCistes. Mais en fait, l'UPCisme là, qu'on développe n'est pas l'UPCisme de Oumyobé. C'est l'UPCisme frélaté qui est de caractère essentiellement administratif. Quelqu'un est haut fonctionnaire, il commence à nourrir ses ambitions. Il dit là, il faut que je devienne ministre, il faut que je devienne un grand directeur, il faut que je devienne un grand président de conseil d'administration quelque part. Il devient UPCiste. Mais ce n'est pas ça l'UPCisme de Oumyobé. L'UPCisme à nous laissé par le Mpodol se trouve dans ce que le professeur Bayebek appelle souvent l'UPCisme fondamentaliste orthodoxe. Et il y a les orthodoxes qui sont là à défendre les idées de Mpodol tous les jours. Maintenant, nous estimons, avec ce que nous voyons, parce que là, avec ce que nous avons vu le week-end dernier à EDEA, tout le monde a vu. Parce que ce qui était encore ambigu commence à sauter à l'œil nu, où tout le monde voit que le problème réel de l'UPC, ce n'est pas dans l'UPC. Le problème qui se pose à l'UPC vient d'ailleurs. Suivez mon regard, je ne suis pas là pour citer les contemporains. Mais je pense que, quels que soient les stratagèmes... Pourquoi ça vient du RDPC? Vous savez, on ne cite pas les contemporains. Vous savez, le RDPC, c'est un parti. Nous sommes là pour un débat d'idées. Je ne souhaiterais pas qu'on cite des choses quelque peu ambiguës. Mais ce que j'aimerais quand même dire pour conclure, c'est que j'ai la conviction que partant de l'adage, on ne cache pas la lumière. Ça, rassurez-vous, hein, on ne peut pas cacher la lumière. Ce qui est lumière reste lumière. Ce qui va se passer, c'est que tous les stratagèmes qui sont concoctés, qui sont orchestrés par les acteurs ou alors les membres du pouvoir audiolatiste qui combattent l'UPC depuis 1955, ne pourront jamais vaincre l'UPC. Les idées de l'UPC resteront vivaces dans nos esprits et beaucoup de gens dans l'opinion publique camerounaise commencent à comprendre que si nous ne rentrons pas à l'UPCisme fondamentaliste orthodoxe, le pays qu'on appelle le Cameroun ne sortira pas dans le beige. C'est pour ça que tout à l'heure, et je reviens là-dessus, j'ai expliqué que si le gouvernement n'associe pas l'UPC dans la recherche des solutions durables. Mais l'UPC est associé, Maître Kak. Non, je dis non, ce n'est pas ça. Il y a des UPCistes qui sont... Il y a aussi le côté si, hein. Bien sûr. Non, on n'a jamais véritablement donné la possibilité à l'UPC. Et du coup, je me rends compte qu'il y a peut-être une question qu'on a éludée au départ. On aurait pu demander qui est UPCiste.
Peut-être que si on avait commencé par là, on aurait balisé et on comprendrait mieux. Parce que là, vous dites qu'on n'a jamais associé des UPCistes. Bon, on voit bien. Si on associe un UPCiste... Vous avez parlé de Frédéric Augustin Kodok, qui était au gouvernement. Oui. Il y a aujourd'hui également d'autres personnes qui, comme UPCistes, qui occupent un certain nombre de fonctions. Mais ils entrent. Est-ce qu'ils sont dans l'UPCisme authentique de Ruben Oumyobé? Peut-être J'en que doute. C'est là le vrai débat. Donc moi je dis pour chuter qu'en réalité, rassurez-vous, l'héritage de Ruben Oumyobé reste intact. Oui. Maintenant, quels que soient les stratagèmes qui seront multipliés pour nous empêcher de cristalliser ou alors de faire prospérer cet UPCisme, on finira un jour par vaincre. Alors, il y a un argumentaire qui est très répandu dans l'opinion, qui aboutit à la conclusion que l'UPC est morte. Vous avez essayé d'expliquer sur ce plateau qu'il n'en est rien, puisque le parti continue de vivre. Et très souvent, il se base sur un certain nombre d'éléments. Je vais prendre entre autres comme ça les résultats aux élections, aux consultations électorales qui sont organisées. Je dois quand même rappeler qu'en 1992, l'UPC avait 18 sièges à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a. Peut-être que vous me rassurez. Zéro. Alors... Vous répondez zéro, mais ce n'est pas la fin du parti. Bien sûr. Alors, donc, la question que je pose, c'est de savoir, est-ce que vous avez le sentiment que cet UPC qui incarne un certain nombre de valeurs qui étaient portées par Ruben Oumyobé, est-ce que cet UPC-là peut rebondir? Est-ce que cet héritage, on peut être rassuré que, malgré les divergences, on pourrait le garder tel quel? En fait, je vais d'abord commencer par vous féliciter par rapport au plateau que vous avez mis en place. Serge, c'est un petit frère qui est un très ancien militant de l'UPC. Ancien, il n'est plus. Il est ancien. Je dis qu'il est un ancien militant. Ah, vous voulez dire un vieux militant? Un vieux militant. Ok. C'est quand vous dites ancien, ça peut donner le sentiment que... Avec Maître Kak, qui maîtrise bien l'évolution de l'UPC. D'autant plus que il a eu même à travailler avec Augustin Frédéric Kodok. Nous tous, nous avons travaillé avec Augustin Frédéric Kodok. Mais moi, ce que je dis à mes confrères et à tous les UPCistes, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait l'habitude de se poignarder. Ce que nous devons donner, c'est des idées pour construire. Parce que chaque fois que tu insultes quelqu'un, tu pouvais marcher avec cette personne, mais c'est déjà une personne que tu as perdue. Donc, moi, je dis qu'il faut éviter des chocs. Et c'est bien parce que je sais que les gens que vous avez mis, ils ont un certain niveau intellectuel et un degré de moralité élevé, je les connais bien. Mais ce n'est pas au plateau que nous devons faire parce que nous tous, nous avons travaillé aux côtés de Kodok. Est-ce que quelque chose a changé? Vous savez que on a dit que Kodok a vendu l'UPC. Il n'a pas eu quoi? Maître le sait. Serge là, il connaît ça très bien. C'est quelqu'un qui a été aux côtés. C'est les gens qui ont été, nous tous on a été aux côtés de Kodok. Nous avons subi des insultes et tout. Ça continue aujourd'hui. Mais il faut réfléchir. L'ennemi de l'UPC est partout. Moi, je dis l'ennemi de l'UPC est partout. Dès lors que la démocratie est venue et que les gens ont vu, tout le monde a vu que l'UPC devrait bondir. Même les plus petits partis politiques, ils ont constitué des blocages pour l'UPC. On connaît ça. Peut-être que vous pouvez aussi le connaître. On avait des partis ici qui ont disparu. Il y avait... quel parti je ne connais même plus. Bon, qui ont voté contre l'UPC.
Et moi, je vous dis, j'ai été candidat aux législatives en 92. Moi qui suis là. Ça. Quels sont ceux qui nous ont jeté les pierres avec Kodok? Parce qu'on nous jetait les bouteilles, les cocktails. C'était les UPCistes. Mais est-ce que ce n'est pas cette théorie du complot qui fait que justement vous n'arrivez pas à vous réinventer au sein de l'UPC? Je voudrais poursuivre le projet par là UPCiste. faire comprendre à mes camarades que l'ennemi vient de loin. Moi, à un certain moment, quand je reste, je dors, j'écoute, je dis même que parfois, il faut aller, comme Bahebek disait, même faire le Ngambi. Parce que je trouve que ça, ce n'est plus un problème normal. Peut-être que nous avons une malédiction quelque part. Non, il faut comprenez? Nous avons eu les gens qui sont morts. Le sang a coulé. Paix à son âme. J'ai mon conseiller, l'honorable Nyobé, Jean-Émile, qui disait, tant que nous n'avons pas organisé les funérailles de Ruben Oumyobé, l'UPC ne se livrera jamais. Il est mort. Avec les véritables héritiers. Donc, le problème de l'UPC, il ne faut pas que quand on reste au plateau, on commence à se jeter les flèches. Mais il ne faut pas non plus. Attendez que je finisse. On a terminé, l'émission est terminée. Allez-y. En quelques secondes. En quelques secondes. Allez-y, mais monsieur le maire, s'il vous plaît, allez-y rapidement parce qu'on a sorti, on est à la fin de l'émission. Donc, nous devons plutôt regarder ce qui est en commun. La politique n'est pas quelque chose de facile, surtout quand on a l'UPC. Et même entre frères, quand vous êtes même frères, vous ne pouvez pas avoir la même idéologie. Il y a ceux qui pensent encore que il faut prendre les machettes pour entrer en brousse. Il y a ceux qui croient que le temps de la brousse est passé. Bon. Il y a la divergence. Il y a Kodok qui nous disait il ne faut plus que l'UPC soit absent. Bon. Mais il y a d'autres qui disent l'UPC ne peut pas être dedans parce qu'il faut entrer en bourse. Donc, voilà ce qui divise. L'idéologie divise les UPC. Très bien. On sort de l'émission, Victor Kaké, rapidement. Non, je dirais tout simplement que je voudrais prendre tous vos nombreux téléspectateurs témoins pour comprendre que 2 heures d'émission, ça ne peut pas suffire pour parler des problèmes de l'UPC et que notre pays est en train de traverser des périodes assez difficiles. Il faudrait que même ceux qui ne sont pas des UPCistes fondamentalement aient à l'idée et à l'esprit que nous n'avons rien d'autre au-dessus du Cameroun et qu'il faudrait que l'intérêt supérieur du Cameroun prévale pour nous éviter ce qu'on appelle dans certains milieux le syndrome Frankenstein où la créature a fini par dévorer le créateur. Maître K, pour sortir. Ce que j'aimerais simplement dire en guise de conclusion, je m'adresse là aux militants, à tous les militants de l'UPC, pour qu'ils comprennent que l'UPCisme nous exige une certaine façon de faire. Parce qu'un UPCiste normal, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui aime ce pays. Un UPCiste normal ne travaille pas pour lui-même. Un UPCiste normal travaille pour son parti et il travaille pour son pays. Donc la seule chose que je dois demander à mes camarades militants de l'UPC aujourd'hui, c'est qu'on revienne dans cette posture. Et je suis convaincu que si nous tous, nous revenons dans cette posture, l'UPC va sortir l'auberge. En quelques secondes pour terminer, Simon Serceau. Le Cameroun a besoin de fils dignes. L'UPC a des fils dignes. Et il faut que ceux qui souvent se retrouvent en posture d'héritier contestés, on doit faire son mea culpa souvent, y compris au niveau des supérieurs de toute la nation, et savoir quitter. Rien ne sert d'insister quand vous voyez très bien que vous ramez à contre-courant, même si au tréfonds de vous-même, vous pensez que vous êtes encore utile. Cela nous éviterait de faire des erreurs qui ont encore entraîné des guerres civiles ici et là en Afrique. Le Cameroun est au bord du gouffre, le Cameroun a un point d'inflexion, le Cameroun a besoin de l'UPC et l'UPC se dit prête à venir au secours du Cameroun. Et moi, pour sortir rapidement.
Oui, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des divergences au sein de l'UPC, mais moi j'invite tous les UPCistes à s'entendre pour que on puisse aboutir à un consensus et non plus se mettre dans les plateaux de télévision pour s'insulter. Okay. C'est une honte. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On aura retenu, entre autres, que Ruben Oumniobé était un patriote, un vrai, et qui était prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sa nation, pour sa patrie. Cela devrait nous inspirer, pourquoi pas nous autres, penser à notre pays, à notre pays, à notre pays. Merci d'être venu sur ce plateau, merci à vous. Victor Kaké Dimo, merci à Emos Oum, merci également à Maître Simon-Serge Kakak et à Simon-Serge Sor. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous, au revoir. Merci.